Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. C'est Late et Smart durant une heure avec mes deux invités. Nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment. Une actualité encore ce soir largement américaine. C'est la semaine des 100 jours. C'est le jour des 100 jours pour ce qui est de l'administration Biden qui est donc a été investi, souvenez-vous, c'est pas si longtemps, c'était le 20 janvier dernier. Le premier thème principal donc dans cette émission, ce sera autour de Joe Biden, l'homme qui valait 4 milliards, l'homme qui valait 6 000 milliards, 4 000 milliards. Donc effectivement, on ne sait plus trop. On compte en centaines, en milliers de milliards aux États-Unis avec la présentation successive des différents plans. C'est son troisième plan présenté Joe Biden. Il y a eu le Rescue Plan, le Jobs Plan, et puis hier soir, à l'occasion de son premier discours devant le Congrès réuni, le Families Plan. Voilà, tout ça, ça fait 6 000 milliards. Et puis il y avait les 3 000 milliards de Trump avant. Bref, on ne sait plus trop où on est en matière de milliards. Voilà, ça nous amènera dans différentes directions. Notamment, voilà, cet argent, il vient d'où? Est-ce que cet argent, il est gratuit? Cet argent, il est financé comment? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je poserai la question aujourd'hui encore à mes deux invités. Puis dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de la façon dont les entreprises récompensent leurs actionnaires, ou du point de vue de l'entreprise, la façon dont elles affectent leurs résultats. Petite polémique, comme chaque année en France, et particulièrement cette année, sur la hausse des dividendes du CAC 40. Alors, est-ce que c'est choquant que les dividendes augmentent, alors que d'ailleurs, et pourquoi? Alors que les profits des entreprises du CAC 40 ont plutôt reculé l'année dernière, évidemment, pour des raisons évidentes. Aux États-Unis, c'est pas tellement les dividendes qui font sujet, c'est les rachats d'actions par les entreprises. Hier, c'est Apple qui avait annoncé des rachats d'actions pour 90 milliards de dollars. La veille, c'était Google pour 50 milliards de dollars. Voilà, est-ce que les entreprises n'ont pas mieux à faire de leur argent que soit distribuer des généreux dividendes, soit racheter leurs propres actions? Voilà, on essaiera de ne pas être trop technique, mais c'est très intéressant. Vous le verrez. Mes invités ce soir, Éric Lafrenière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérant d'actions, gérant du fonds Richelieu America, au sein de la société de gestion Richelieu Finance. Jérôme Dédéan. Bonsoir Guillaume. Entrepreneur, fondateur du groupe RS, aujourd'hui à la tête de Mon Partenaire Patrimoine. Merci à tous les deux d'être à mes côtés pour apporter votre expertise. Je le dis, on va parler des États-Unis, et puis même, on va d'ores et déjà, y compris avec la petite question impératif rituelle, parler des États-Unis. On va s'intéresser aux chiffres du PIB du premier trimestre qui est tombé en début d'après-midi. C'était en début d'après-midi hors de Paris, en tout début de journée, et comme chaque mois, tout début de journée aux États-Unis, le chiffre chaque mois, en l'occurrence chaque trimestre, puisque c'est un chiffre trimestriel, le chiffre du PIB américain pour le premier trimestre 2021 est donc tombé aujourd'hui. Regardez ce titre sur le site MarketWatch. L'économie américaine renaissante a cru de 6,4% au premier trimestre, et il y a encore plus de croissance devant elle. 6,4%, c'est un chiffre en rythme annuel. Il faut préciser, parce qu'effectivement, les Américains ne calculent pas exactement comme nous par rapport à celles et ceux d'entre vous qui sont habitués aux chiffres de croissance publiés par l'INSEE. Regardez ce que ça donne rapidement, un petit graphique. Déjà, d'une année sur l'autre, ça fait plus de 0,4%. Ça veut dire qu'on a retrouvé le niveau d'avant-crise. Regardez, on est, par rapport au rebond du troisième trimestre 2020, c'est très peu, mais il était absolument hallucinant. Ce rebond, il était au-delà de 30%. 6,4%, c'est un tout petit peu moins bien qu'anticipé. Vous nous direz ça, Éric, mais globalement, c'est assez proche du consensus. Ça va demander de vous faire réagir aussi à un article qui a été publié ce matin dans Les Échos, un article en syndication de l'économiste américain Stephen Roach, qui a officié longtemps, pendant 20 ou 30 ans chez Morgan Stanley, qui aujourd'hui est prof à Yale, je crois, et qui, sa tribune s'intitule « Ma pire erreur de prévision ». Pire erreur de prévision de ma carrière, pour l'interrogation, il semble que oui, il fait son mea culpa, comme ça, parce qu'il avait anticipé un W, c'est-à-dire effectivement après cette très forte reprise, après le premier confinement, il pensait que ça allait retomber, puis finalement, il explique que non. Pourquoi, dit-il? Pour 3 raisons: les vaccins, la nature humaine, c'est-à-dire que finalement, on est un peu plus... C'est pas totalement. On a rompu, dit-il, avec certaines restrictions de santé publique recommandées dès avant la fin, et les Bidenomics, c'est-à-dire tous ces plans dont on va parler un petit peu plus tard. Deux mots, Éric, à la fois sur ce. Alors, ça fait rêver, plus 6,4% vu de ce côté de l'Atlantique. Sur la reprise américaine, il paraît que quand on creuse, en plus, encore plus que. C'est probablement plus que ça. Oui, en fait, le chiffre est sorti légèrement moins bien qu'attendu, parce qu'on avait eu des attentes
autour de 6,6, 6,7. Quand on regarde dans le détail, on a la composante prix qui est ressortie beaucoup plus forte, ce qui laisse sous-entendre qu'on avait une croissance nominale quand même relativement forte. Et on a aussi eu un impact sur les inventaires qui ont sensiblement baissé, qui a aussi impacté un peu négativement, mais pour de bonnes raisons. Les inventaires, c'est les stocks d'entreprise, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont puisé dans leurs stocks pour vendre. Exactement. Et on a par contre la composante consommation qui est ressortie à 10,7 au lieu de 2,3 attendu. C'est la plus forte progression de la composante consommation depuis les années 60. Donc on voit que l'économie américaine est réellement en train de réouvrir. Et d'ailleurs, quand on discute avec des gens qui sont basés là-bas, on le constate réellement. Surtout que c'est des chiffres à fin mars quand même. Donc globalement, c'était pas totalement fini la crise sanitaire. Dans certains États plus que dans d'autres. Voilà. Mais on voit que ils sont encore plus en avril, en mai. Exactement. Mais c'est aussi attendu dans la croissance des bénéfices pour le Q2 où on a ces anticipations qui sont quand même relativement fortes. Donc un bon chiffre. On touche la surchauffe là. Oui. C'est ce qu'on dit depuis quelques semaines quand on commente l'économie américaine, non ? On risque d'avoir un peu d'inflation, mais comme l'a répété et martelé la Fed à de nombreuses reprises, on va tolérer un excès d'inflation pour retrouver l'objectif initial qui est quand même le retour à la pleine emploi et on n'y est pas encore. Est-ce que ça vous a fait sourire, M. Stephen Roach, qui dit qu'il avait prévu le W, c'est-à-dire que la rechute après le rebond, classiquement, parce que ce qu'il explique dans sa tribune, ça a toujours été le cas ou presque, donc voilà. Oui, on a eu ça, en plus on avait eu ensuite plusieurs autres symboles, il y en a qui parlaient en reprise, comme le signe, le switch de Nike. Donc il y avait eu plusieurs personnes, plusieurs symboles qui ont été évoqués dans cette phase de reprise. Mais effectivement, il y a eu deux éléments qui sont très importants pour cette reprise. C'est l'arrivée du vaccin qui a quand même été relativement rapide en octobre. Sans vouloir enlever un peu de crédit à monsieur Biden, M. Trump avait quand même fait aussi un peu le nécessaire au départ en finançant un certain nombre de vaccins. Oui, à la fois sur les vaccins évidemment. Et donc bien entendu, par contre, le déploiement fait par M. Biden a bien entendu énormément joué dans cette reprise. Le truc aussi. Oui. Donc c'est bien de bonne envergure pour le reste de l'année, mais bon, après, il y aura d'autres sujets qui peuvent être impactés par ça. Évidemment, on va y revenir. Jérôme, ça fait rêver des chiffres de croissance comme ça. Ça fait rêver, c'est-à-dire qu'en fait, pour compléter ce qu'a dit Eric, c'est le retournement le plus rapide de l'histoire, même de l'humanité. Enfin, il n'y a pas de pays où on a eu une recovery. C'est la plus grosse crise, la plus rapide et le retournement le plus... Ouais. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes d'acquis de croissance, avec ces 6,4 qui sont peut-être un peu sous-estimés, on retrouve le PIB qu'il y avait avant crise. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire c'est un rebond juste numérique parce qu'on avait un effet de base lié à la récession. On a retrouvé le PIB d'avant crise et donc ça veut dire qu'on peut repartir sur un trend de croissance qui risque en plus de s'accélérer compte tenu de l'ampleur des stimuli qui ont été injectés dans l'économie. Puis il y a un autre point qui m'intéresse, et puis on parlera des risques après liés au plan de stimulus supplémentaire de Biden, c'est ce que ça nous dit sur la nature humaine. C'est-à-dire qu'on voit bien que, alors c'est très vrai des États-Unis, les États-Unis sont une terre de consommation. La croissance a toujours été soutenue, plus par la consommation que par l'investissement aux États-Unis en relatif, parce qu'ils investissent aussi un peu. Mais... Voilà. Et donc quand on regarde où ça va, les gens ont acheté des biens de consommation durable. Ils ont acheté des voitures, ils ont acheté des canapés, ils ont acheté des vélos. Et donc c'est lié à la fois, évidemment, à ces milliards qu'on a déversés, à ces chèques aux ménages. C'est lié à tout l'argent qu'ils n'ont pas dépensé pendant les restrictions sanitaires avec la fermeture des restaurants, etc. Et donc tout ça trouve à aller consommer. C'est plutôt de bon augure, même si c'est vrai que le comportement de consommation des Américains est traditionnellement plus fort que celui des Européens. C'est plutôt de très bon augure sur ce qui peut nous arriver en termes de profil de consommation. Après, ça a été rendu possible parce que les entreprises ont déstocké, on l'a dit, et donc tout le sujet est de savoir si l'offre pourra rencontrer la demande quand elle va continuer à croître de façon très très forte, parce que désormais il va falloir produire pour reconstituer les stocks, pour être capable de livrer, avec tous les problèmes qu'on connaît en ce moment, avec la mondialisation des chaînes de valeur, de l'approvisionnement en pièces détachées des pays à bas coût qui produisent plein de composants qui rentrent dans la composition des produits achetés par les Américains, et des problèmes de logistique de transport dont on sait qu'ils sont considérables en ce moment avec l'explosion du prix du conteneur et la difficulté à trouver de la capacité, puisque la capacité avait été réduite par les opérateurs maritimes pendant la pandémie. Donc tout ça est très important et évidemment la capacité à servir cette demande dira si y a une transmission avec une inflation temporaire ou plus longue, avec tous les risques associés. C'est ça qui est passionnant en ce moment à regarder, savoir à quel moment du cycle on est. Passionnant à regarder, difficile à analyser, je ne sais pas, parfois à prévoir, d'où ce mea culpa de M. Stephen Roach par rapport à... Voilà, il dit je retourne dans mon bureau, j'arrêterai. C'était son métier, c'est les témoins, puisqu'il était redevenu prof, mais il s'est dit ouais, j'arrête. Allez, on reste sur l'économie américaine, on va là, cette fois-ci encore plus concrètement, en se projetant sur l'avenir, commenter les centaines, les milliers, presque les dizaines de milliers de milliards de M. Biden.
Biden, l'homme qui valait 4 000 milliards, on aurait pu écrire l'homme qui valait 6 000 milliards si on ajoute le rescue plan avant les deux autres plans. La nuit dernière, en tout cas, c'était la première fois que le président des États-Unis s'exprimait devant le Congrès, les deux chambres réunies. Alors en fait, ils n'étaient pas réunis puisque pour les raisons de sanitaires, il était aux trois quarts vide cet espace. Mais quand même, la symbolique était très forte. C'était pas le discours sur l'état de l'Union proprement dit, mais c'était à peu près l'équivalent. Et Joe Biden qui a fait un discours d'un peu plus d'une heure, on a profité à la fois pour faire son programme et puis plus précisément donc annoncer, c'était prévu un troisième plan, enfin de ce qui le concerne, le American Families Plan, 1800 milliards de dollars qui donc s'ajoute aux 2300 milliards de dollars annoncés il y a juste un mois. Cette fois-ci plus social, plus pour les familles, avec notamment un gros effort dans l'éducation et beaucoup d'économies d'impôts. Les trois principaux quotidiens quasi nationaux aux États-Unis, le New York Times, c'était la une ce matin, enfin en tout cas du site. Biden plaide pour une vaste extension du rôle du gouvernement. Donc voilà, big government, l'expression d'ailleurs a été utilisée par le président américain. Pour le WashPo, Biden propose un programme sweeping, qui balaye large et vante la démocratie dans son discours devant le Congrès. Et pour le Wall Street Journal, c'est plus factuel, Biden pousse un plan économique large dans son discours au Congrès. Pas besoin de préciser, globalement, avec le New York Times et le Washington Post, on est pro-Biden. Avec le Wall Street Journal, on est moins pro-Biden, on est plutôt républicain. Alors, plein de commentaires. Juste celui de l'ancien ambassadeur de France là-bas, Gérard Haraud, qui nous dit « Le discours de Biden devant le Congrès confirme ce que j'écrivais, en l'occurrence dans Le Point, j'imagine qu'il y a quelques jours. Il veut transformer les États-Unis. C'est une rupture par rapport au centrisme de Clinton et d'Obama, ce qui est intéressant, parce